Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Alors, je me permets de commencer par un truc un peu positif, on en a besoin. On est un petit peu en PLS. Moi, je vais vous parler du coup de Macron qui s'est fait huer, parce que pour moi, oui, c'est un win, évidemment. En fait, Macron s'apprêtait à lancer officiellement la Coupe du Monde de rugby 2023 pendant le premier match qui opposait du coup la France et la Nouvelle-Zélande. Donc, c'était vendredi 8 septembre dernier. Et en fait, Macron s'est fait huer par une partie des 80 000 spectateuristes qui étaient présents au Stade de France à Saint-Denis. Donc moi, ça me réjouit. Il faut dire qu'aussi, il y a de quoi le siffler, quoi. Enfin, oui. Avec toute l'attitude méprisante de Macron, toutes ces mesures complètement hors sol, etc. Franchement, le huer, c'est vraiment la moindre des choses. Surtout qu'il est vraiment très arrogant avec le peuple français. Et je pense qu'ils sont intouchables. Je sais pas si t'as vu quand il a dit c'est vraiment nul qu'il pouvait pas se présenter une troisième fois. Oui. Et je sais pas pour qui il se range. Pour un dictateur. Il est sûr qu'on l'aime, en fait. Exactement. Du coup, on lui a remis un petit peu les pendules à l'heure. Et du coup, les partisans aussi de Macron n'ont pas trop kiffé la réaction du public, qui a hué et sifflé Macron. Ils ont considéré que siffler le président de la République, c'était équivalent de siffler la France, rien que ça. Okay. Et il y en a même qui ont été jusqu'à dire que c'était un déni de démocratie. Donc, selon eux, la fameuse liberté d'expression qu'ils aiment tant brandir pour vomir leur haine, ça serait ici un déni de démocratie. Donc, je trouve ça très intéressant. Et puis, pendant ce temps, je sais pas si tu as vu, un jour plus tard, il y a eu aussi un autre truc envers Macron, c'est-à-dire qu'il y a un avion à Marseille qui a survolé donc la ville avec une banderole qui a appelé à la destitution de Macron. Et donc, la banderole, le haut du mot destitution a été remplacé par la tête de Macron. Okay. Et donc, le pilote s'appelle David Van Emmelrich. Et en fait, il avait déjà effectué plusieurs vols sur les plages du Touquet fin août. Il avait aussi survolé l'Occitanie, la Vendée, avec vraiment le même message, donc la destitution de Macron. Et il a déclaré en fait que les gendarmes avaient tenté de l'empêcher de décoller et qu'il l'avait poursuivi, il avait été poursuivi par des hélicoptères de l'armée carrément, alors qu'il était en plein vol. Et en fait, avant son exploit, il avait tweeté, je sais même pas si on peut dire tweeter vu que maintenant ça s'appelle X. XC, c'est bizarre. Il a Xé. Il a Xé. Il avait Xé, du coup, coucou Macron, le peuple te siffle, le peuple te hue, le peuple te conspue, mais surtout le peuple veut te virer pour faute grave. Tu n'es qu'un employé, un psychopathe de la matraque, un violeur des institutions. Le peuple, lui, est souverain. Alors, on va pas trop se réjouir. Je vais pas dire que c'est genre un winner, ce gars-là, parce que en fait, ce pilote-là, c'est un partisan d'Éric Zemmour. Oh là là. Ouais. Et en fait, il est suivi par plus de 40 000 personnes sur X, ex-Twitter, du coup. Et c'était aussi un militant contre le mariage pour tous. Donc bon. Ok. Voilà. C'est la peste et le choléra, quoi. Voilà. En tout cas, tout ce bizutage de Macron me fait bien plaisir. Est-ce que tu veux enchaîner avec un winner ? Oui, moi aussi, j'ai une winneuse et elle s'appelle Coco Gauff. Okay. Ou Goff, je sais pas comment on dit, parce que Gauff ou Goff, parce que je sais que les gens dans le sud on dit rose et nous on dit rose, donc voilà. Je sais pas du tout, franchement. Okay. Donc Coco Gauff et tout en elle crie Black Girl Magic, donc elle s'appelle Cory pour du vrai. Son nom c'est Coco et c'est une joueuse noire de tennis américain. Elle a 19 ans et elle vient de remporter l'US Open et le 9 septembre 2023, elle est devenue la plus jeune américaine à remporter son majeur national depuis Serena Williams en 1999. Chez nous on dit 99 mais 99. Est-ce que tu la connaissais avant ou pas ? Bel effort. Non, pas du tout. Je t'avoue que je vais pas mentir. Moi non plus, je regarde pas le tennis, ça m'intéresse vraiment pas parce que j'ai l'impression que c'est un sport plus, tu vois, pas dire de blanc, mais c'est pas un sport qui m'attire. Et moi, c'est quand j'ai grandi, du coup, plus ou moins avec Serena et Vénus, donc c'est vraiment excitant. Mais après ça, j'ai un peu arrêté. On avait aussi une championne belge qui s'appelait Kim Clijsters, donc je regardais un peu ça. Okay. Et moi, j'ai besoin de me sentir un peu proche des sportifs, pour les kiffer, donc je la connaissais pas du tout. Mais personnellement, donc je la regardais pas, mais selon les journalistes sportifs, ça fait 4 ans que tous les regards sont tournés vers elle. Et donc, avec les regards et les attentes viennent la pression. Et dans une interview, elle déclare qu'à 15 ans, on voulait que je gagne un tournoi du Grand Chelem. J'avais l'impression d'avoir une limite d'âge à ne pas dépasser pour remporter mon premier tournoi du Grand Chelem et que si je gagnais après, ce serait pas un accomplissement. Et ça m'a fait penser, franchement, je sais pas si tu vois ça aussi, les femmes, souvent, on a des pressions liées à l'âge. Si t'es pas mariée à 30 ans, t'es une vieille fille, si t'as pas d'enfant, avant si, on se pose des questions. Et j'ai l'impression qu'en tant que femme noire, on a encore beaucoup plus de pression. Dire. Parce
parce que en fait, on nous demande d'être vraiment excellente et parfaite. Et du coup, j'ai vu, parce qu'en fait, elle était hyper contente et elle l'a montré quand elle a gagné. Et les gens ont dit, ouais, mais c'est pas gentil pour la personne qui a perdu. Et il y a une fille qui a tweeté qu'on demande aux femmes noires d'être modestes et gracieuses dans la victoire et dans la défaite. Exactement. Donc, je sais pas si tu te sens... Je pense que oui. Je relate à fond. Ouais. Enfin, t'as l'impression que faut faire plus aussi pour réussir plus, parce que c'est plus difficile, et qu'en même temps il faut rester hyper humble, parce que de toute façon on n'a le droit à aucune émotion, on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit non plus d'être contente, donc flemme. 2 fois plus, et surtout on sait que, comme Kerry James a dit, 2 fois plus d'efforts pour 2 fois moins de réussite, et c'est parfois je me dis c'est triste qu'on va même éduquer nos enfants dans un monde comme ça, parce que j'ai pas l'impression que ça va changer avec les générations, et j'ai vraiment l'impression que c'est de pire en pire. J'ai l'impression que le racisme est de plus en plus décomplexé, donc je me demande vraiment comment nos enfants et nos petits-enfants vont grandir. Mais en tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est que les parents de Coco Gauff l'amenaient voir Serena et Venus Williams jouer à l'US Open. Et c'était son rêve de le remporter. Elle l'a remporté, donc c'est beau et motivant. Mais j'espère surtout qu'elle pourra vraiment conserver sa santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de femmes noires, du coup, joueuses de tennis ou autres, qui vivent des pressions énormes. Par exemple, Serena Williams, où tous ses faits et gestes sont décortiqués. Dès qu'elle fait un truc, on dit, ah oui, c'est la Hungry Black Woman. Donc j'espère vraiment que ses parents sont assez forts, et elle aussi, pour avoir une belle carrière devant elle. On te souhaite le meilleur, Coco. Ah oui, franchement. Là, je pense qu'on va passer aux gens nuls qu'on n'aime pas. Ouais, voilà, un petit peu de négativité. Du coup, moi, je vais vous parler d'un loser. Enfin, c'est plutôt un groupe de losers. Alors, je resitue le truc. En gros, il y a une ville qui s'appelle Dortmund en Allemagne, où il y a un musée qui a été accusé de racisme anti-blanc, le fameux. Alors en gros, tous les samedis, il y a l'accès à une exposition de ce musée qui est ouverte pour 4 heures, donc seulement 4 heures, je le répète, aux personnes noires, aux personnes indigènes et aux autres personnes racisées de manière générale. Et en fait, le but, c'est de leur offrir un espace plus sûr. Donc l'expo, elle est intitulée « This is Colonialism ». Donc c'est le colonialisme. Et donc ça retrace le passé colonial de la région de Westphalie en Allemagne. Et les organisatrices de cette exposition ont déclaré qu'en fait, ce créneau horaire exclusif aux personnes racisées, ça leur permettait de voir l'exposition sans être confrontées à d'autres discriminations, même inconscientes. Et l'objectif de ce petit créneau horaire de 4 heures, c'était de tenir en compte des personnes qui sont les plus touchées que d'autres par le thème du colonialisme. Et moi, je trouve ça hyper cool comme suggestion. Moi, ça m'est déjà arrivé, en fait, quand j'étais dans un musée, donc à la MEP, musée européen de la photographie à Paris, pour une exposition de Zanele Muoli. Et en fait, donc, l'expo est super, etc. Et en fait, il y avait plusieurs trucs, donc, à propos des corps noirs, à propos des corps aussi queer, des corps non-binaires. Et en fait, ce qui m'a gâché l'exposition, c'est qu'il y avait des personnes qui faisaient des commentaires, soit transphobes, soit racistes, sur ce qu'ils voyaient, quoi, sur les photographies, sur tout ce qui était écrit autour des photographies, et ça m'a vraiment gâché l'exposition. Donc je trouve ça cool que ce genre d'initiative existe, mais ça a beaucoup fait parler en négatif, surtout de la part des personnes de droite en Allemagne. Il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués et qui ont donc parlé de racisme anti-blanc. Et donc en tout cas le site web du musée s'est défendu. Ils disent que l'accès à l'exposition pendant ce créneau horaire, c'est pas contrôler qui peut ou qui ne peut pas venir, et que de toute façon c'était plutôt basé sur la confiance. Enfin, je veux dire, à l'entrée, ils allaient pas vérifier est-ce que t'es noir ou pas. C'est juste on dit qu'il y a ce créneau-là qui existe, et puis les gens se débrouillent, quoi. Et donc, j'ai jamais compris le problème avec le fait que les gens veulent comme avec c'était quoi comme festival, c'est le festival Moissy pour les afrodescendants, on est d'accord. Et du coup, c'était interdit à tout le monde sauf aux personnes noires. Et je pense que les gens ont retenu interdit aux blancs. Donc bien sûr, mais comme toujours, mais j'en parlerai tout à l'heure. On n'a pas beaucoup d'espace dédié, et le peu qu'on puisse avoir, c'est tout de suite les gens montent au créneau, surtout que là on parle vraiment de 4 heures par semaine. Et en fait l'exposition, elle est ouverte depuis longtemps, depuis quelques mois au public, mais en fait le scandale, il a éclaté parce que il y a quelques jours, il y a une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, une vidéo qui présentait justement cette plage horaire réservée aux personnes racisées, et c'est là en fait que les gens ont commencé à en parler de manière négative. Et en fait la direction du musée, elle se défend de toute discrimination, et elle explique que c'est un espace de réflexion qui est dédié aux personnes non blanches, etc. Et en fait, la police a dû
envoyé des agents au musée parce qu'il y a eu des menaces qui ont été proférées à l'encontre du personnel. Et voilà, l'affaire a été transmise aux autorités. Enfin bref, il y a eu tout un tas de trucs. Et il y a toujours des policiers aujourd'hui. Il y a même eu des menaces de manifestation. Heureusement, ça s'est pas concrétisé. Mais comme tu le disais, je trouve ça fou que dès qu'un accès est réservé, même quelques heures, à des personnes minorisées, ça fait vraiment parler les gens. Et enfin, c'est vraiment ce même genre de personnes en plus qui se réunissent toujours en non-mixité sans qu'on leur dise rien. Et enfin, je trouve ça fou. Voilà, donc loser de la semaine. Ouais, moi ça m'étonne pas. J'ai vraiment l'impression qu'on vit dans un monde où les personnes blanches pensent qu'elles sont la norme et tout ce qui n'est pas comme elles est mauvais. Oui, ça n'a aucun sens. Ouais. Tu veux nous parler d'un autre loser ? Oui, mais moi aussi en fait j'ai 2 losers. C'est Ashton Kutcher et Mila Kunis. Ouais. Donc en fait c'est un couple que j'aimais bien parce qu'ils se sont rencontrés assez jeunes dans la série que je n'ai jamais vue de ma vie, That 70 Show. Est-ce que tu regardais ? J'adore cette série. J'ai jamais regardé. Mais bon, maintenant du coup je la regarde avec un regard un peu amer. Mais ouais, j'imagine. Et du coup moi j'aimais bien plus la love story du fait qu'ils se sont rencontrés petits et qu'ils ont formé un couple des années plus tard. Et c'est un couple hyper stable, un des plus stables de Hollywood et les plus discrets. Tellement discrets qu'ils pensaient qu'on n'allait pas savoir qu'ils ont écrit une lettre au juge pour défendre un violeur. Donc, je vous explique. Fin août, l'acteur américain Danny Masterson, qui joue aussi dans That 70 Show, a été condamné par le tribunal de Los Angeles à 30 ans de prison pour 2 viols. Les viols ont été commis en 2001 et en 2003. Et du coup, déjà, un violeur condamné, c'est tellement rare que ça doit faire des gros titres. Mais ce qui a vraiment choqué la toile, ce sont les lettres de soutien que le couple Ashton et Mila ont écrit au juge. Donc, c'est le média Variety qui a dévoilé le contenu de ces lettres. Ashton Kutcher explique l'attention sincère que Danny Masterson porte aux autres fait de lui un modèle et un ami exceptionnel. Ok, d'accord, on dit quand même qu'il a été jugé pour viol. Et Mila rajoute que l'un des aspects les plus remarquables de la personnalité de Danny est son engagement inébranlable à décourager la consommation de drogue. L'influence qu'il a exercée sur moi à cet égard est inestimable. Quel rapport ? Ouais, c'est ça. Quel est le rapport ? Ok, d'accord, il est très gentil. C'est comme les gens qui disent oui, mais en fait, il était très gentil, c'est un collègue. Mais évidemment, tout le temps, mais ok, c'est d'accord, pas des démons. Genre, ils ont des gens qui sont là, qui marchent dans la rue. Bonjour. Non. Comme on dit, les violeurs sont des gens comme vous et moi, qui sont juste mauvais en fait. Et donc là, c'est-à-dire ça m'énerve, qui en fait ils sont excusés comme tout le temps quand ils s'excusent. Tu sais, quand les stars s'excusent, elles sont blafardes, elles sont pas maquillées, elles prennent une vidéo en contre-jour. Ah oui, tu veux dire qu'ils ont fait une vidéo d'excuses. Oui, parce que ça a fait un tollé sur Internet. Donc ils pensaient pas que ça allait être découvert et les gens se sont dit attends, what the fuck en fait. Surtout que on pensait qu'Ashton Kutcher était très impliqué dans tout ce qui est du coup rape. Ouais, parce qu'il a une association. Oui, une association justement pour lutter contre les trafics d'enfants, la pédocriminalité, tout ça. Donc on s'est dit c'est pas du tout raccord avec ce qu'il y a écrit dans les lettres. Et donc du coup ils ont fait une vidéo d'excuses à 2 hyper triste en disant qu'ils étaient du côté des victimes et que c'était pas censé sortir au grand jour. Et d'accord. Donc ils sont juste désolés parce que ça a été révélé quoi. Et ils ont dit en fait ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'on leur a demandé, c'est d'écrire leur relation avec la personne et pas du coup essayer de décribiliser les victimes, mais rien que le fait de dire qu'il est gentil et qu'il m'a aidé, c'est décribiliser les victimes. Surtout que, enfin, comme tu le disais, on peut être gentil avec ses amis, avec ses proches et violer des gens. En fait, c'est comme tu dis, c'est pas les violeurs, c'est pas des gens genre avec des capuches noires qui insultent tout le monde sur leur passage. Enfin, ça leur arrive d'être gentils et surtout, enfin, le fait que Ashton Kutcher ait une association, voilà, en faveur des victimes, surtout des enfants, etc. Ça, pour moi, ça montre bien que parfois, il y a des gens, c'est vraiment juste une performance de défendre ce genre de cause. Pour les caméras. Exactement. Et par contre, dans leur cercle proche, il y a des violeurs, il y a des racistes, etc. Et là, bizarrement, ça pose pas problème parce que enfin, ils veulent pas dénoncer leurs propres potes. Je pense que déjà, Hollywood, c'est un système qui est très, je sais pas si on veut dire endogame, mais qui vit entre eux. Et je pense que chacun a des salles secrets sur tout le monde. Et je pense que chacun est très complaisant parce qu'ils ont peur qu'on vienne frapper à leur porte et qu'on leur dise toi, qu'est-ce que tu fais? Mais surtout que j'ai vu que Ashton Kutcher, du coup, il y avait plein de vidéos qui étaient ressorties de lui où il est vraiment très limite au niveau justement des mineurs. Enfin, c'est même pas limite, c'est que voilà. Il y a une vidéo qui est sortie où il parle de Hilary Duff qui à l'époque avait 17 ans et des sœurs Olsen qui avaient 14 ans en disant qu'il attendait qu'une chose, c'est qu'elles aient 18 ans pour pouvoir les draguer. Et d'ailleurs, on dirait Drake. Ouais, Mila Kunis, à savoir que quand ils se sont rencontrés et quand il y avait déjà des trucs entre eux, elle avait 14 ans et lui, il était déjà, enfin, il avait 19 ans. Donc bon, Ashton Kutcher, voilà. De toute façon, je dis, est-ce qu'il y a un homme qu'on peut vraiment hyper sans risque, en fait? C'est ça le problème. Non.
La réponse est non. Voilà. Mais du coup, en parlant de lettres, moi, je savais pas qu'on pouvait écrire des lettres aux juges pour défendre les gens. Ça m'a fait penser à Iggy Azalea, la rappeuse australienne qui fait du blackfishing tous les jours. Mais du coup, en fait, pour rappel, le blackfishing, c'est une pratique raciste où des femmes, du coup, non noires se prennent pour des femmes noires. Certaines se foncent la peau, alors usent de tan hyper fort, mais en fait, tous les attributs qu'on attribue de manière raciste à des femmes noires. Ça s'appelle du blackfishing. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont été pointées du doigt. Il y avait un moment Ariana Grande, il y a eu aussi, il y a eu aussi Iggy Azalea et Kylie Jenner, toutes les Kardashians, à part Kourtney, bien sûr. Et en fait, elle a été aussi dans la sauce parce qu'on a découvert qu'elle a écrit des lettres pour défendre Tory Lanez, donc pour faire un petit compte rendu, un petit briefing. Tory Lanez a été condamné à 10 ans, je pense, de prison ferme parce qu'il a tiré sur la rappeuse Megan Thee Stallion. Et pendant longtemps, Megan Thee Stallion, du coup, n'en a pas parlé. Elle n'a pas porté plainte contre lui. Et c'est lui, en fait, qui l'accusait tout le temps, qui disait de mentir sur les réseaux. Et là, on a découvert que c'était vrai. Et on a aussi découvert que plein de gens avaient écrit des lettres de soutien. Et les gens ont dit, attends, mais t'es une femme qui prône le genre, comment on dit, le girl power. Et c'est ça, en fait. Sororité, et elle a dit la même chose que Ashton et Mila en me disant que c'était pas contre Megan Thee Stallion, mais c'est juste pour expliquer son expérience avec Tory Lanez, qui était un très bon ami. Donc, voilà. Des hypocrites. Des gros hypocrites. Voilà.